Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles au programme de la télévision nationale congolaise, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Entretien. Et l'entretien de ce jour reçoit pour vous un homme connu dans le monde de droit, dans le monde des affaires. Lui, c'est Maître Sam Kabongo. Il est analyste indépendant, mais un homme qui s'intéresse beaucoup plus aux questions du pays. Le 15 février de l'année en cours, l'inspection générale de finances a eu à publier la conclusion finale de l'audit demandé par le président de la République, chef de l'État, monsieur Félix Tshisekedi, du contrat de 2008 qui a pu mettre ensemble un groupe des entreprises chinoises, GEC, et la République démocratique du Congo de l'autre côté, et qui a donné naissance à cette société, la SICOMIN. Et vous êtes sans ignorer qu'en 2021, le service de la ministre de Mines a eu à présenter un rapport dénonçant le non-respect des accords du côté du groupement des entreprises chinoises. Et voilà qu'aujourd'hui, ça fait débat puisque l'inspection générale de finances réclame une vingtaine de milliards à ces entreprises suite à l'exploitation du cobalt ainsi que d'autres matières. Maître Sam Kabongo, c'est un plaisir de vous recevoir. Mais quelle est votre lecture, ou encore quel est l'impact économique de tout ce que nous décrions aujourd'hui comme non-respect, surfacturation, promesses non tenues de la part de ces entreprises? Merci pour l'invitation m'adressée par la télévision nationale congolaise, chaîne officielle. Merci pour l'introduction que vous avez faite, retraçant plus ou moins l'historique de tout ce qui a eu lieu dans le cadre de ce qu'on a communément appelé contrat chinois, et qu'aujourd'hui l'inspection générale des finances revient au son de ce qu'on a eu à décrire de par le passé, qu'il s'agissait de contrats lyonnais, et que les autorités de l'époque justifiaient que cela était dans un cadre normal de discussion qui donnait lieu à des partenariats gagnant-gagnant. À l'époque, il y avait le slogan win-win, mais aujourd'hui, le temps finit par nous donner raison que cela n'était pas le cas. Pourquoi le temps nous donne cette raison? C'est parce que le contrat chinois, dans le sens de leur discussion et matérialisation, pose à la fois des problèmes structurels, structurants pour la vie de la nation. Il y a des problèmes organiques et il y a aussi ces problèmes utilitaires qui se posent. Sans tenir compte de l'ordre que je viens d'évoquer, on peut prendre en premier lieu, selon que l'IGF a même schématisé l'exécution de ce projet, sur le plan organique. La Constitution est claire par rapport aux moyens de pouvoir qu'il attribue aux institutions de la République. Il y a une institution qu'on appelle le gouvernement, qui, elle, est chargée de concevoir et d'exécuter la politique nationale. La Constitution a voulu tasser que le gouvernement soit composé du Premier ministre, chef du gouvernement, et de ministres chacun chargés d'un secteur de la vie nationale donnée. Dans le lot de ces ministres, il y a, pour ce qui a été de contrat chinois, il y a le ministre des Infrastructures qui a la légitimité des décisions à prendre dans le cas des infrastructures. À cela, on ajoute l'aménagement du territoire, bien entendu, qui doit être exécuté selon un plan étudié, autant en moyen de faisabilité qu'on finance, sur le plan technique et sur le plan financier. Il y a aussi un ministre qui s'appelle ministre des Finances, qui lui est l'ordonnateur général du gouvernement, celui qui autorise les dépenses et celui qui constate les recettes. Tout contrat, tout moyen de mobilisation des recettes doit passer par le ministère des Finances. Tout argent qui entre dans la caisse de l'État doit passer par le ministère des Finances. Il y a aussi ce ministère qui doit concevoir le budget national
afin de prévoir quelles seront ces recettes et comment on va pouvoir les utiliser, sinon comment on va fixer les dépenses. Mais le contrat chinois sur le plan organique a bouleversé l'agencement des pouvoirs étatiques en RDC. C'est-à-dire il y a eu une structure composée de ceux qui ont été nommés experts, conduits par M. Ekanga, comme on sait l'entendre aujourd'hui, qui a discuté avec un groupe d'entreprises chinois, comme on l'aurait dit aujourd'hui, pour amener des fonds en investissement au Congo. Mais ces fonds en investissement au Congo devraient suivre la chaîne logique de recettes pour aussi suivre la chaîne logique des dépenses. La chaîne logique voudrait assez que la Constitution ait établi un principe sacré qui veut assez que la caisse de l'État soit unifiée, soit contrôlée par la Banque centrale, avec la supervision et la signature d'autorisation par le ministère des Finances. Mais le contrat chinois sur le plan organique crée un comité dit de suivi qui lui se veut être le superviseur même des pouvoirs de ministre des infrastructures, aménagement des territoires, finances et budget. Donc c'est lui qui dit construisez, ne construisez pas, dépensez, ne dépensez pas, recevez ou ne recevez pas. Et ces fonds n'entrent pas finalement dans la caisse unique de l'État, mais ils entrent dans une caisse que l'État lui-même ne contrôle pas. Cela suppose qu'on a fait vivre à ces pays un temps donné sans que nous ayons de budget, et on a voulu à la liquidation de la transition installer un système ordonné, mais le premier pouvoir de cette troisième république a saboté cet ordre organique de l'État. Donc, les fonds sont entrés en RDC, mais la Banque centrale ne les a jamais gérés. Le ministre des Finances et du Budget n'ont jamais été cités. Le ministre des Infrastructures et de l'Aménagement du Territoire ont été cités à titre d'avaliseur de projets qu'un comité dit de suivi, qui se veut être maintenant super étatique, supragouvernemental, a le pouvoir d'accepter les fonds, de décider sur la faisabilité ou la non-faisabilité. Ça, c'est une violation grave et flagrante de la Constitution elle-même et de toutes les lois qui peuvent être citées dans ce chapitre. Le deuxième problème, il est structurel pour la vie nationale sur le plan économique. La Banque centrale, comme on le disait tout à l'heure avec le ministre des Finances, elle est censée gérer la masse monétaire qui circule en RDC, la quantité de la monnaie nationale qui est utilisable, la quantité de devises qui entrent en RDC ou qui sortent au fin des importations. La Banque centrale, au fin de ses missions, garantit aussi l'équilibre de monnaie et la stabilité des taux. Tout fonds qui entre sans gestion, sans supervision de la Banque centrale, a pour impact échappé au contrôle de la stabilité de la monnaie et a pour fonction et conséquence instaurer l'instabilité de la monnaie, l'inflation et la dépréciation de la monnaie. Aujourd'hui, on va décrier que le dollar, le 1 dollar s'échange à 2300 francs congolais, mais justement, voilà l'une des causes. C'est qu'on a reçu des fonds, initialement estimés à 9 milliards, 6 milliards puis 3 milliards, exécutés selon eux à 800 millions, mais selon le rapport de l'IGF à près de 400 millions. Mais ces fonds sont entrés ici en RDC, mais n'ont pas été gérés dans la caisse unique de l'État, et la Banque centrale ne les a pas stabilisés dans sa masse générale monétaire. Ces problèmes est structurant par rapport à notre vie en tant qu'État, c'est que notre monnaie n'a pas été suivie dans les normes qu'il le fallait, et la Banque centrale n'a pas été citée dans la réception de fonds. Comment on les recevait? Est-ce par de banques commerciales? Est-ce par de versements en cash? C'était de... Comment on pourrait expliquer cette réception de fonds jusque-là? J'aimerais que l'IGF nous éclaircisse encore plus. Ces problèmes également sur le plan économique posent un problème du fait que les gens sont allés négocier des fonds avec une utilisation en infrastructure, mais pour laquelle utilisation des études n'ont pas été préalablement menées. Les études voudraient assez que l'on sache qu'on doit construire telle route pour tel besoin et selon tel moyen à mobiliser sur la route. Donc même l'utilisation de la route doit être justifiée. Mais aujourd'hui, on apprend par la bouche de ceux qui ont exécuté ces travaux qu'il était question soit de rencontrer les intérêts du cinquantenaire de l'indépendance de la République, il était question de stabiliser l'image politique des politiques au moment où on allait aux élections, c'est-à-dire le fonds destiné au bien-être congolais ont été utilisés pour l'habillage politique de certains dignitaires de l'époque. Ça, c'est une
c'est une violation même de notre conscience collective. Ça touche même à notre âme. Qu'on utilise nos fonds, négociés en notre nom, au fin de servir leur propre image politique, au fin de servir ce qu'on appelle le 5 chantiers. Donc sur le plan structurel, pour l'avenir de notre vie, de notre République, rien n'a été imaginé. C'est à la va-vite, allons-y. Puisque eux-mêmes disent, on n'avait pas d'études, mais on faisait selon que ça venait. Selon que ça venait. Pour chuter, il y a un problème d'impact en utilisation de fonds. Un fonds amené en investissement, on appelle ceci investissement, doit se stabiliser pour pouvoir recapitaliser et rembourser les fonds qu'on a reçus en investissement. Comme ils ne savent pas rembourser ces fonds reçus en investissement, ils ont hypothéqué les ressources minérales. Parce qu'ils savent que tous les ouvrages qu'ils allaient construire avec ces fonds n'allaient pas être rentables pour notre vie nationale, n'allaient pas pouvoir rembourser les fonds. Alors le seul moyen, c'est que donner les fonds, on va les utiliser comme on voudra et comme on pourra les utiliser, avec l'idée aussi de pouvoir les détourner. Mais pour vous rembourser, ne vous en faites pas, les investissements oubliés, allez prendre le mine. Ça, c'est une violation grave de nos équilibres en richesse en patrimoine. Et pour cause, après avoir fondamentalement analysé le processus de l'exécution de ces contrats qui ont créé des structures supra-étatiques par rapport aux institutions existantes de la République, je pense que les gens qui ont négocié ces fonds internationaux n'ont eu pour mobile que de se faciliter le détournement. Parce que, à l'époque, puisque nous étions dans un processus de liquidation de la dette extérieure par le programme PPT, initiative PPT, tous les fonds qui venaient de bailleurs de fonds n'entraient pas dans la gestion générale du gouvernement par son budget. Ils étaient gérés par des structures qui devraient respecter la rigueur d'exécution. Mais initialement, ces fonds étaient inscrits au budget de l'État. C'est ce qui justifiait qu'on pouvait avoir un budget de 2 milliards avec 60% ou 50% de fonds extérieurs. Parce que c'est des fonds qui venaient s'inscrire dans le budget, mais on ne leur donnait pas la signature de ces fonds par voie légitime parce que ça doit être justifié. Et pour pouvoir maintenant, cette fois-ci, recevoir des fonds extérieurs que eux-mêmes peuvent gérer, ils sont allés vers les Chinois par tout le mécanisme que nous venons de décrire et pour les conséquences que nous vivons jusqu'aujourd'hui. C'est bien triste pour la République. Maître Sam Kabongo, nous sommes en 2008. Signé, négocié, il y avait un parlement en place et la vérité, pour ne pas parler d'une partie de la vérité de ce contrat chinois, se révèle en 2023. À l'époque, l'inspection générale de finances existait. À l'époque, la Cour de compte existait comme aujourd'hui. Mais avec tout ce que la République a comme outil, nous n'avons pas pu aller fouiller, chercher à connaître le contenu, le clause de ce contrat. Et aujourd'hui, le peuple congolais en ressort perdant. Sur toute la ligne, mais dans la même logique, une promesse a été faite au peuple congolais. On a dit que, enfin, le Congolais et les Congolaises sauront ce que vaut leur sous-sol par rapport à la transformation qui va s'en suivre. Pas de non-cité. Et sur le plan juridique, quelles conséquences peut-on tirer de tout ça? Blanchissement, détournement, non-respect et consommation. Je vais prendre ça sur 3 volets avant de finir sur les intérêts privés des gens dans ces contrats. L'UGF existait à l'époque. Du début des négociations jusqu'à la clôture, celui qui était ministre du budget, Premier ministre, était aussi inspecteur général des finances par le passé. Le Parlement existait, c'est aussi la responsabilité du peuple congolais de comprendre à qui vous confiez votre mandat. C'est-à-dire, on avait un Parlement plus ou moins folklorique, autant que celui qui est aujourd'hui, de députés qui ne comprennent même pas ce qu'on appelle convention, qui ne savent pas faire une différence entre une loi organique, loi ordinaire, une loi et un acte réglementaire. Donc c'est à ces députés qu'on va dire adopter ces contrats. Mais ils ne peuvent pas lire à partir du moment où un député n'a jamais lu même la Constitution
de bout en bout, il ne peut pas lire la violation intentionnelle qu'il y avait dans les contrats. Je vais vous démontrer que par le fait de créer une structure supra-gouvernementale, devant chapeauter même le membre du gouvernement, c'était une violation intentionnelle de la Constitution. Mais le député folklorique qu'il y avait dans la MP de l'époque ne pouvait se contenter que de quelques miettes qu'on pouvait leur glisser, comme ça s'est fait. Ok. Par la suite, ils ont reçu des fonds pour dire qu'on va valoriser nos ressources minérales. Valoriser ici veut dire qu'on ne construit pas un pays par le fait seulement de faire des routes. Mais quelle serait l'utilisation de ces routes? La vision que vous imprégnez sur ces routes. C'est ça le problème. Aujourd'hui, si vous permettez, on va même parler de ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on appelle projet 145 territoires. C'est qu'on construit des infrastructures, mais sans en juger de l'importance et de la vie des infrastructures, leur impact dans la vie économique. Si c'était de fonds négociés pour les investissements, c'était question de prendre ces fonds, le mettre dans le projet d'investissement et non le mettre sur des infrastructures qui n'ont rien à voir avec des investissements rentables. D'une part. D'autre part, le négociant de ces fonds nous ont chanté que d'ailleurs même les autres partenaires contactés, la Corée du Sud, le monde occidental, étaient étonnés que les Chinois aient accepté pareil projet. Mais les Chinois ne pouvaient pas accepter parce qu'il s'agissait de ces individus qui avaient négocié et les Chinois en tant que bénéficiaires de ces fonds. Comme bénéficiaires, la Chine vous dit que je vous verse 3 milliards de dollars. Moi, je vais exploiter vos mines. La Chine amène des ingénieurs chinois, des équipements fabriqués en Chine, une main-d'œuvre importante importée de la Chine qui va venir au Congo avec l'argent venu de la Chine. Cela suppose que l'argent versé au Congo est rentré en Chine pour achat des engins, par le paiement de salaire de la main-d'œuvre importée, par même le dividende, le bénéfice, le profit réalisé par les sociétés chinoises installées. Donc concrètement, la Chine a accepté un contrat où je vous envoie l'argent, vous allez me le retourner. L'argent n'a pas servi à l'installation des sociétés congolaises. Et même sur le plan de la sous-traitance, ça n'a pas servi à l'installation des sociétés congolaises. Et puis on prend le même fonds pour les inverser dans les infrastructures. Mais dans les infrastructures, on avait des sociétés étatiques qui existaient à l'époque, des sociétés de Congolais qui existaient en construction à l'époque. On peut citer en premier lieu OVD, OR, et tout ce qu'on peut accepter dans ces domaines. Au lieu de prendre le fonds d'infrastructure pour renforcer les équipements des sociétés congolaises à capitaux congolais existants, on a préféré mettre à côté de la structure de supervision des sociétés chinoises en construction. Donc, autant qu'à mine, les Chinois nous dribblent, ils prennent le minerai avec des employés chinois, des engins chinois, des sociétés à capitaux chinois, et l'argent rentre en Chine. Et même dans les infrastructures construites, les Chinois s'arrangent pour installer leurs sociétés en amont. Et on a Craig 7, Craig 8 ou Craig 50. Et ces sociétés ont des engins en tracteur, en engins lourds ou légers, en pelle. Même le pelle qu'on a utilisé sont des produits importés de la Chine. C'est-à-dire, ils vous prennent le fonds pour l'achat de matériel, des engins. Même le ciment devrait venir de la Chine. La main-d'œuvre pour les infrastructures était importée de la Chine et les sociétés en dividendes rendaient l'argent à la Chine. Donc concrètement, c'était un marché de dupes. Sur le plan personnel, à partir du moment où les gens ont accepté pareil projet, avec toutes leurs études faites, on présume que c'était un blanchiment de capitaux et avec à côté, au possible, un financement du terrorisme. Parce que ça, c'est un terrorisme étatique. Terrorisme ne veut pas dire porter une bombe à lait, exploser une maison ou une voiture. Terrorisme veut dire tuer toute la structure d'un État. Casser la structure organique d'un État. Tuer l'âme d'un peuple par l'appauvrissement intentionnellement orchestré. Les gens se sont regroupés et se sont dit, allons-y, on va pouvoir s'enrichir derrière cette histoire et puis le peuple congolais ne va rien comprendre. C'est ça la conséquence aujourd'hui. Quel est le rôle de l'agence qui s'occupait de grands travaux? Son rôle dans ce contrat? D'abord, on met en place l'agence comme eux-mêmes l'expliquent. On met l'agence en place à la va-vite,
avec quelques 40 ou 60 ingénieurs regroupés pêle-mêle. On les met en place, on les dit, bon, essayez d'identifier des projets chacun dans son domaine. Ils identifient des projets chacun dans son domaine. Ils partent tirer quelques dossiers dormants pour justifier leur retournement. Je vous donne un exemple du cas qui fait bruit. On en parle depuis l'hôpital du Cinquantenaire. Ils trouvent un projet vieux avec une structure déjà construite. Ils émettent 117, 120 millions. OK. L'actuel DG de la CGT, suivi sur des médias partenaires, dit que la structure n'était plus viable vu le nombre d'années et qu'on devrait recourir à de nouvelles technologies pour pouvoir la renforcer et la faire tenir. Ajouter quelques bâtiments, importer les équipements médicaux qui ont coûté pratiquement 20 millions, ce qui suppose que pour faire revivre cette structure qui existait déjà, ils ont dépassé pratiquement 98 millions. OK. Mais curieusement, cela suppose que c'est l'État congolais, par ses financements présumés chinois, qui a travaillé, permettez-moi la répétition, financer l'intégralité des travaux pour lancer cet hôpital. Mais expliquez-nous par quelle magie aujourd'hui il y a des Indiens qui gèrent cet hôpital depuis toujours. Et que lesquels Indiens disent qu'ils sont partenaires à 40%. Et que lesquels Indiens qui gèrent cette structure, à un moment donné, un Indien, médecin directeur soit-il, ayant venu remettre avec un ministre au gouvernement. Cela suppose que, à part les 120 millions qu'eux ont mis dans cette structure par des moyens qu'ils nous prouvent, les Indiens ont mené leur argent pour pouvoir revendiquer 40%. Quel est l'impact de cette infrastructure? Au bout de 10 ans, c'est resté une morgue. Un lieu facile d'exposition funéraire. Donc, le 120 millions aujourd'hui, c'est un hôpital que moi ou vous, on ne peut pas connaître, et que le DG de la CGT dit qu'il était question de mettre en place une structure médicale de niveau 4. Comme ça, les Congolais ne vont plus aller en Chine, en Inde, en Afrique du Sud ou ailleurs. Mais la question est que lui-même, combien de fois s'est-il fait soigner là? Le coordonnateur de la cellule de suivi, combien de fois lui-même s'est fait suivre là, médicalement parlant? C'est-à-dire, faisons, convoi qu'on a fait, mais on sait qu'il n'y a rien dedans. Aujourd'hui, un saupoudrage, c'est encore mieux. On a un peu de miettes, on jette un peu partout, mais ça, c'est faisons, après, on n'a rien à tirer dedans. J'aimerais même que l'IGF fonce plus loin. Qu'on nous explique quelle est la participation de gestionnaires de certaines structures aujourd'hui. Comme je viens de parler de l'hôpital du Cinquantenaire, il y a des Indiens qui gèrent cet hôpital. Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour pouvoir les gérer? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Parce qu'on a appris, autant qu'on apprenait ça à l'époque qu'il n'y est, on a appris aussi à l'époque que les Indiens auront apporté 40 millions dans cet établissement. Mais qu'on nous explique pourquoi c'est eux qui gèrent jusqu'à aujourd'hui. C'est des questions pertinentes. Au plus haut point, vous construisez une route à 36 millions, sans citer Top Congo. Sur Top Congo, l'actuel DG de l'Agence congolaise des grands travaux dit que c'est normal qu'on dépense autant parce que ça arrive dans les routes et par le monde. Il cite expressément le viaduc de Milo, qui a coûté selon lui 400 milliards, alors que le viaduc de Milo a coûté 340 millions presque, je pense, étant sur près de moins de 3 km, mais il s'agit du pont le plus haut au monde. C'est une œuvre architecturale à ne jamais comparer avec aucune autre dans le monde dans sa nature. Il s'agit du pont le plus haut au monde, construit pendant 3 ans et dont les études de faisabilité sur le plan technique et financier ont été menées pendant 13 ans. Et vous comparez une œuvre architecturale étudiée pendant 13 ans et quelque chose qu'on fait, bon, aujourd'hui, tout le monde dit et puis vous allez comparer. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on comprend que même le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le citer, l'ayant reconduit dans ses fonctions pour le nommer DG, je pense qu'il est temps de le révoquer et de le mettre à la disposition du parquet. Parce qu'il est de ces principes qui dit que c'est un abus de confiance. À partir du moment où tu as été rémunéré pour faire un travail, mais que tu sais que tu ne peux pas le faire. De partout au monde, je vous donne un exemple banal. Permettez-le-moi. Michael Jackson arrive à mourir.
il meurt. Quelle est la première personne qu'on arrête sans vous poser une question? C'est son médecin. Pourquoi on arrête les médecins de quelqu'un qui meurt? Parce que le médecin n'est tenu que par le moyen à utiliser et non par le résultat. Et le gars a perdu sa qualité de médecin, rien que parce que quelqu'un est mort sous tes soins. Justifie comment il est mort, parce que les circonstances de la mort ne sont pas justifiables. Mais comment ici on trouve normal que quelqu'un se dise ingénieur et il nous dit qu'il peut nous construire une maison selon qu'on va voir le bâtiment s'élever? C'est-à-dire, tout le monde dit, ah ouais, côté où nous sommes d'équilibre, tout le monde pylône, tout le monde pylône. C'est ça la logique qu'il nous a expliqué. Mais pour ça, il mérite d'être arrêté autant que le médecin de Michael Jackson. Il mérite de perdre sa qualité d'ingénieur autant que le médecin de Michael Jackson a perdu la qualité de médecin. C'est des choses inadmissibles dans un monde civilisé. Le débat étant, on en parle partout, mais dans ce contrat-là, pour finir, Maître Sam Kabongo, il a été prévu la construction de centrales hydroélectriques et de stades. Et ainsi de suite. Nous sommes en 2023, pas de centrale réalisée, pas d'école qu'on a eu à construire. On ne parlera pas encore de développement de territoire, puisque c'était aussi une promesse dans ce deal. Comment peut-on remettre le Congolais dans l'ordre? On peut remettre le Congolais dans leur droit en arrêtant ceux qui font mal leur travail. Même aujourd'hui, dans l'actuel gouvernement, il y a des gens arrêtés. Même ceux qui servent au projet 145 territoires, il y a des gens qu'il faut aussi arrêter parce qu'il faut mettre inutilement l'argent de l'État, l'argent du contribuable congolais, dans des choses qui ne seront pas expliquées dans 5 ans, 10 ans. Je vous donne 2 exemples banals. Dans le rapport de l'IGF, on décrit 3 ou 2 stades qu'on devrait construire dans la zone est du pays à 10 millions, 10 millions, 10 millions. Ça faisait le Nord Kivu et le Sud Kivu. Voilà. On l'a dit du temps de Matata. Vous mettez en place un investissement, l'investissement doit se justifier en viabilité et en rentabilité. Comme on dit que les projets doivent être bancables. Le stade des Martyrs qu'on a à Kinshasa, le lieu de toutes les compétitions, le lieu où se jouent les grands matchs internationaux, le lieu où se joue le match des équipes nationales, n'est pas entretenu jusqu'à ce jour où on le déclare hors circuit de la CAF. Cela suppose que l'investissement stade des Martyrs est un investissement faillissant. Il est faillissant. Il n'arrive pas à mobiliser ou sinon les recettes ne répondent pas aux charges. C'est ce qui inquiète à chaque fois qu'il y a casse au stade de Martyrs. Pourquoi ça doit être le ministère des Sports qui doit financer ça? Pourquoi ça doit être l'implication du chef de l'État? Le stade de Martyrs comme structure rentable doit pouvoir se prendre en charge et s'entretenir par soi-même. Parce que quand l'argent vient de l'extérieur pour supporter l'investissement, c'est l'inflation qu'on est en train de créer dans la structure. On devrait construire 3 stades parce qu'ils n'ont pas étudié le mécanisme. Ils allaient construire 3 stades ici et là. Prenons des stades. C'est une bonne idée de construire un stade, mais il fallait se demander en amont qui vont y jouer et qui vont donner assez de recettes pour que ces stades vivent après. Parce qu'il ne faut pas construire pour 10 millions et après chaque année verser 1 million pour entretenir. Il faut construire pour que la structure s'auto-prenne en charge. Même la route, on construit une route et puis on dit il y a le fonds d'entretien qui viennent de Foner. Foner mobilise le péage. Et en milieu urbain, on nous demande de payer la vignette. C'est pour entretenir la route. Mais il ne faut pas avoir dépensé sur la route. Et quand il s'abîme, il faut encore remettre de l'argent. Pourquoi Kinshasa est en démolition générale dans toute son infrastructure routière? C'est parce que le gouverneur, par celui qui est passé et l'actuel, personne n'est assez responsable dans son travail. Le fonds de vignettes, on ne sait pas où ils sont dirigés. Donc on peut dormir un matin et puis le gouverneur nous dit que non, vous voyez, on a cassé le coffre-fort, on a emporté quelques millions dans nos coffres-forts. Rien que parce qu'on a cassé ton coffre-fort, on devrait t'arrêter pour nous expliquer pourquoi tu peux garder autant d'argent dans un coffre-fort. Parce que c'est une infraction. On dit que le recette de l'État se paye à la banque. Comment toi tu as ces recettes dans ton coffre-fort? C'est ce qui fait qu'on a des investissements qui ne s'autosuffisent pas et puis ça crée de l'inflation. À part que ça crée de l'inflation, ça crée une dépendance d'autres secteurs qui, au fait, devraient aussi financer d'autres secteurs qui ne sont pas viables pour chuter sur le programme 145 territoires.
Imaginez qu'on a le nouveau bâtiment de l'hôtel de ville. Allez-y aujourd'hui, peut-être les ascenseurs, vous n'allez pas les utiliser, ça ne marche pas. Vous entrez dans le parking souterrain, tous les carreaux sont cassés. Vous montez, vous sentez que l'immeuble ne vit pas. Donc, à Kinshasa, le premier bâtiment administratif du pays en termes d'administration régionale ne sait pas vivre. Le maison communal à Kinshasa, n'en parlons pas. Mais on veut aller construire des maisons en territoire. Je suis pour cette construction de maisons en territoire. Mais j'ai dit autant que c'est lui qui a étudié cet aménagement devrait être arrêté parce qu'il ne nous a pas dit comment il va créer la viabilité dans ces régions. Le problème n'est pas de construire, le problème c'est d'y amener la vie. Pour exemple, quand vous mettez le projet Bukanga Alonso dans l'espace Bukanga Alonso, un projet qui demeure dans le noir et voilà. Si vous passez par Bukanga Alonso village et consorts, ça ne ressemble à rien par rapport à tout ce qu'on a eu à nous faire miroiter. 200 millions de dollars. Si le directeur ou le coordonnateur de ces projets lui-même ne vit pas à Bukanga Alonso, quelle est la vie que vous avez installée à Bukanga Alonso? Donc il y a un gars qui travaille à Bukanga Alonso, mais lui-même il vit à Kinshasa. Ça c'est inadmissible. La première des choses, c'est qu'habite où tu travailles. Même la Bible dit que là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Comment ton trésor est à Bukanga Alonso, mais toi tu vis à Kinshasa? Donc tu ne vas jamais développer Bukanga Alonso, c'est Kinshasa que tu vas développer, tu vas te construire une belle maison. C'est ça le problème du développement au Congo. On doit amener la vie là où on produit. Comment on peut laisser tout le temps les gens produire du maïs dans le territoire, dans le Grand Bandundu ou dans le Congo central, mais uniquement destiné à Kinshasa? Avant de nourrir l'autre, la charité bien ordonnée fait assez que ça commence par toi-même. Il faut que là où le maïs est produit, qu'ils nourrissent d'abord ceux qui y sont, les riverains. Si on a lancé aujourd'hui le projet 145 territoires, sans tenir compte de ces paramètres, qui doit obliger les cloisonnements des investissements dans le lieu de production, c'est l'inflation qu'on crée pour demain. Parce qu'on va construire des bâtiments qu'on ne saura pas entretenir, autant qu'aujourd'hui, nous avons un hôtel de ville mal entretenu, on a l'immeuble de la territoriale sur Triomphal mal entretenu, on a l'immeuble du gouvernement, présumé immeuble intelligent, mal entretenu. Ils ne sont propres que dans le bureau de ministres eux-mêmes. Dans le couloir et les ascenseurs, il faut oublier. Donc, le seul bâtiment qui tient encore, c'est le bâtiment présidentiel. Mais tout ce qui doivent se faire par eux là, c'est curieux qu'au Congo, et je pense que ceci ne peut être retrouvé qu'au Congo, que le bureau des fonctionnaires de l'État est 100 fois plus salubre que sa propre maison. Comment vous expliquez que où tu produis puisse être sale à où tu vis? L'argent pour te construire une maison, tu l'as eu d'où? Tu as une table cassée au bureau de l'État, mais tu as une table quasiment en or chez toi à la maison. L'argent est venu d'où? Il y a des questions qu'on doit se poser. Des questions qu'on doit se poser, le temps en nous faisant défaut, Maître Sam Kabongo, en une minute, qu'est-ce que le Congolais et le Congolaise peuvent retenir le contrat chinois de projet qui est en train de se matérialiser, de développement de 145 territoires et d'autres mots qui continuent à faire mal à notre société? De contrat chinois, je pense que les Congolais doivent retenir que ça a été une escroquerie. Il y a un groupe d'individus qui se sont arrangés un détournement collectivement orchestré et sagement pensé, de manière à saboter toute une vie nationale. Et cette vie nationale ne s'est pas arrêtée qu'à une génération, c'est des générations qu'on a pourries, et on ne saura pas peut-être le récupérer. Si on ne met pas un frein à ce système de gestion de l'État aujourd'hui, et qu'on laisse aller passer des projets pour la beauté des yeux des Congolais, et la jouissance et la consommation électorale des politiciens, c'est notre mort qu'on entretient dans notre propre âme. Il est temps de se réveiller. Le Congo nous appartient, il n'appartient pas qu'aux décideurs. On leur a donné mandat pour qu'ils décident en notre nom, pour notre intérêt et pour la garantie des générations à venir. Si ceci n'est pas fait aujourd'hui, ce n'est pas demain que ça va se faire. Ceux qui ont détourné des fonds par le passé méritent la prison. Et j'aimerais même qu'au fin de pouvoir garantir la non-répétition de pareils faits, il faudrait réviser nos lois de manière à rendre imprescriptibles tous les crimes financiers opérés dans les institutions de l'État. Il est inadmissible
que des gens s'arrogent à eux seuls toute une vie et appauvrir délibérément toute une nation. Nous plaidons à ce que le peuple congolais se réveille. Le temps du réveil est là. On a été longtemps dit éléphant dormant, mais je pense qu'on doit maintenant se comporter comme des léopards vivants et mettre fin à cette impunité, à cette gestion catastrophique de notre bien collectif qu'on appelle la République démocratique du Congo. Voilà l'audit réalisé, les conclusions publiées le 15 février fait débat et ça nous a poussé à approcher cet homme, cet intellectuel congolais qui avait certainement sa lecture à nous faire. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis avec intérêt. Et si jamais vous avez aussi un autre son de cloche à vouloir faire entendre, veuillez nous contacter et nous allons soit venir vers vous, soit vous venir vers nous pour éclairer davantage les esprits, l'intelligence de Congolais et de Congolaises. Au nom de cette équipe de production, nous vous disons merci et la suite à très bientôt.